Der Ruf nach Freiheit, L'appel à la liberté, das ist der Titel unserer Sonderausstellung zum 175-jährigen Jubiläum der Revolution von 1848-49. Bei unserer Ausstellung in Lörrach haben wir den Fokus auf das Thema Freiheit gelegt, denn Freiheit betrifft in jeder Generation jede und jeden und hat gerade jetzt eine ganz besondere Aktualität. Zugleich wollen wir auf die europäische Dimension dieser Bewegung, dieser frühen Freiheitsbewegung hinweisen. Viele Historikerinnen und Historiker vertreten mittlerweile die Ansicht, die Revolution von 1848-49 sei die einzige wirklich europaweite Revolution in der Geschichte gewesen. Diese europäische Dimension, die Grenzlage, ist auch der Grund, warum Lörrach eine wichtige Rolle in dieser Zeit gespielt hat. Nous vous proposons maintenant une visite virtuelle de l'exposition. Elle est organisée en 3 sections. La première, la partie rouge, retrace le contexte historique particulier en France, en Suisse et dans la Confédération germanique. La seconde partie, la partie jaune, aborde les 3 insurrections régionales dans la région des 3 pays. Celle d'avril 1848, menée par Friedrich Hecker, celle de septembre 1848, menée par Gustav Struve, et enfin celle de mai 1849 avec la campagne pour la constitution de l'Empire. L'exposition présente des pièces historiques conservées dans des musées de la région. Elles n'avaient jusqu'à présent jamais été exposées simultanément. La 3e partie, la bleue, aborde la question du présent et de l'avenir de la liberté à l'ère de la mondialisation et du numérique. Les visiteuses et visiteurs peuvent discuter de la démocratie, de la situation des périodes antérieures et de la situation actuelle. Liberté, égalité, fraternité. La Révolution française de 1789 sert de modèle dans toute l'Europe. Elle devient un modèle en raison de la Déclaration des droits de l'homme, mais en même temps, elle est associée à une image d'horreur, celle qui se répand sous le régime de la terreur, durant laquelle la Révolution devient incontrôlable. Dans les années 1830 et 1840, le roi citoyen Louis-Philippe règne en France. Une caricature montre la noblesse, l'Église et la grande bourgeoisie retenant en laisse la petite liberté. En France, l'industrialisation est très avancée. De nombreuses usines sont construites, surtout autour de Mulhouse, et la population de la ville dépasse celle de Bâle en quelques décennies. À Paris aussi, les ouvriers constituent un potentiel révolutionnaire suite à la crise économique et la famine de 1847-48. En février 1848, la France connaît une 2e révolution. En l'espace de quelques jours, le roi est détrôné, un gouvernement provisoire est mis en place et une république est instaurée. Mais peu à peu, l'opposition entre les anciennes élites et la population s'accroît. En juin 1848, la révolte des ouvriers est brutalement réprimée à Paris. Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et se déclare empereur des Français quelques années plus tard. En Suisse aussi, même s'il n'y a plus de princes depuis le Moyen Âge, des conflits armés éclatent. Le peuple revendique un ordre fondamental, moderne, libéral et démocratique. Il y a par exemple la guerre pour la séparation des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ou celle du Sonderbund qui oppose les 7 cantons conservateurs à la majorité des autres cantons.
La situation s'apaise avec l'adoption de la Constitution fédérale en septembre 1848. Elle est aujourd'hui encore le fondement de la Suisse moderne. La croix suisse sur le drapeau fédéral, le franc suisse comme monnaie nationale et de nombreuses autres institutions qui ont encore cours aujourd'hui ont vu le jour à cette époque. Il y a toutefois certains paradoxes, comme par exemple le droit de vote pour les Suissesses, introduit après la votation de 1971. Mais les bases de la Suisse moderne existent depuis 175 ans. C'est dans les années 1850 qu'est construit le palais fédéral à Berne, où siègent encore aujourd'hui le gouvernement et le Parlement. L'Assemblée populaire, réunie à Mannheim en février 1848, invoque le fait que le peuple de France a renversé son roi Louis-Philippe et brisé le joug de la tyrannie. Le peuple suisse a brisé le joug des jésuites et écrasé le Sonderbund. Devrions-nous, nous, Allemands, rester isolés sous le joug de la servitude? Craignant une évolution semblable à celle de la France, les princes allemands approuvent l'élection d'une assemblée nationale allemande à l'église Saint-Paul de Francfort. C'est la première fois dans l'histoire allemande qu'un tel parlement élu voit le jour. Dans les mois qui suivent, ce parlement adopte les droits fondamentaux du peuple allemand, qui sont encore aujourd'hui la base de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Les démocrates Friedrich Hecker et Gustav Struve ne croient pas que les princes accepteront la constitution démocratique adoptée par les citoyens et formulée en l'église Saint-Paul à Francfort. Ils préconisent donc de faire tout de suite une révolution, de proclamer la République et de renverser tous les princes. Le 13 avril 1848, Friedrich Hecker veut profiter de l'élan de la Révolution française de février. Il part de Constance avec ses compagnons d'armes pour rallier le plus grand nombre possible de combattants à la cause de la République. Le 20 avril, son ambassadeur Joseph Weishart arrive avec de nombreux francs-tireurs à l'heure rare sur l'ancienne place du marché. Pour chacune des 3 insurrections badoises, le théâtre Tempus Fugit de l'heure rare a mis en scène des citations originales de révolutionnaires qui illustrent la vie quotidienne pendant les journées révolutionnaires. Ungeachtet des schlechten Wetters herrschte die heiterste Stimmung, denn die Leute wussten alle, zu welchem Zwecke sie auszogen. Manchen, der nachher zu uns stieß, trieben die Frauen und Mädchen mit ihren Vorwürfen zu den Waffen. Dass es feige sei, uns im Stich zu lassen und daheim zu sitzen, während wir die Freiheit erstreben wollten. Au lieu-dit Schaedeck, près de Kandern, Hecker et ses francs-tireurs rencontrent l'armée princière. Le général hessois von Gagern est tué, mais dans l'ensemble, les francs-tireurs sont mis en échec. Beaucoup d'entre eux se réfugient en Suisse. L'exposition de leur art présente un tableau peu connu, conservé au musée municipal de Schopfheim. La dimension européenne des soulèvements est illustrée par le fait que le poète allemand Georg Herwegh, en exil à Paris, parvient avec sa femme, Emma, à rassembler la Légion démocratique allemande pour venir au secours de Hecker. Le gouvernement français lui apporte un soutien financier. Mais Herwegh arrive trop tard. Il doit lui aussi se réfugier en Suisse. La première insurrection badoise est donc un échec. Friedrich Hecker s'exile à Bâle-Campagne et devient un héros populaire en Bade. Ses têtes de pipe, tabatières, médailles commémoratives et discours de circonstances prouvent la popularité du révolutionnaire. Mais lui-même est désespéré et ne croit plus à la révolution en Allemagne. Comme des dizaines de milliers de Badois, il émigre aux États-Unis d'Amérique. Son compagnon d'armes, Gustav Struve, profite de son exil en France et en Suisse pour planifier un nouveau soulèvement. Der Kampf des Volkes gegen seine Unterdrücker, die reaktionären Fürsten, hat begonnen.
Selbst in den Straßen der Stadt Frankfurt am Main, am Sitz der ohnmächtigen Zentralgewalt und der geschwätzigen konstituierenden Versammlung, ist auf das Volk mit Kartätschen geschossen worden. Zu den Waffen, deutsches Volk! Nur die Republik führt uns zu dem Ziele, nach dem wir alle streben. Hoch lebe die Deutsche Republik! Nichtsdestoweniger war ich Zeuge der allgemeinen Begeisterung, mit welcher das Volk die neue Freiheitsbewegung begrüßte. Namentlich konnte ich aus eigener Anschauung erkennen, dass unter den Frauen von Lörrach und Umgebung der größte Eifer und die wärmste Hingebung für die Sache der Freiheit lebte. Nicht bloß die jüngeren, auch die älteren Frauen, selbst Mütter und Großmütter ermutigten die ausziehenden Freiheitskämpfer, schmückten sie mit Schärpen und Bändern, fertigten Fahnen und selbst Patronen an und beweisen durch Wort und Tat, dass sie den innigsten Anteil an der neuen Volksbewegung nahmen. Le 21 septembre 1848, ils proclament la République allemande à Lörrach, près de la frontière. Sa devise, prospérité, éducation, liberté pour tous. Son objectif est de recruter d'autres francs-tireurs dans les localités voisines. Cette tentative échoue également au bout de quelques jours à Staufen. Ainsi, en l'espace d'un an, il y a 2 tentatives d'instaurer une république en Bade et toutes 2 échouent. Ce n'est que bien des mois plus tard, en mai 1849, qu'est instaurée la 3e et véritable République allemande. Les princes, sous la direction de la Prusse, rejettent la constitution démocratique de l'Empire adoptée à l'église Saint-Paul de Francfort. En Bade, les citoyens s'organisent en 500 associations populaires démocratiques. Les soldats badois se rallient majoritairement au mouvement révolutionnaire. Le grand-duc doit s'enfuir. Le Bade devient une république pendant quelques semaines. De nombreux historiennes et historiens soulignent le fait que la révolution de Bade n'est pas une révolution de marginaux, c'est une révolution de notables, des maîtres artisans, des exploitants agricoles, des avocats, des médecins, des élus locaux, solidaires pour renverser le système féodal et pour établir un ordre fondamental, libéral et démocratique. Certaines femmes participent activement à la Révolution, se libérant du rôle restreint qui leur est attribué dans la société, à la maison et à l'église. Elles organisent la fabrication de munitions, soignent les blessés, prononcent des discours en faveur de la liberté et de la République. Le grand-duc de Bade, en exil, appelle à l'aide d'autres princes de la Confédération germanique. Sous la direction du prince héritier de Prusse, les armées écrasent cette tentative de soulèvement. Fidèles au mot d'ordre intransigeant « Contre les démocrates, seuls les soldats peuvent agir efficacement », ils répriment dans le sang cette 3e insurrection. L'un d'eux, Friedrich Neff, a perdu la vie pour la liberté. C'est un jeune artisan tonnelier de Römingen et étudiant en philosophie. Friedrich Neff, à l'âge de 27 ans, il est exécuté au cimetière de Freiburg-Vire. L'exposition présente le tableau commémoratif brodé par sa fiancée, la lettre d'adieu qu'il écrit à sa mère et son manteau conservé au musée de Kandan. La dernière partie de l'exposition invite à la réflexion et au débat. Des objets individuels illustrent la tradition de la liberté depuis la Révolution de 1848. D'autres témoignent des phénomènes modernes qui défient la liberté et la démocratie aujourd'hui. La plupart des visites guidées s'achèvent ici avec une discussion. L'index de la démocratie dans le monde est actualisé chaque année par des politologues selon des critères définis. Il montre en bleu les démocraties complètes et incomplètes et en rouge les régimes autoritaires. Le programme qui accompagne l'exposition comporte plus de 60 manifestations et visites guidées publiques.
Il y a aussi une colonne sur laquelle les visiteuses et visiteurs peuvent inscrire leurs réponses aux questions suivantes. Que signifie la liberté pour moi? Comment est-ce que je m'engage pour la liberté? Quelles sont les libertés qui me manquent? Quelles sont les libertés auxquelles je peux renoncer? Quand ferai usage de la force pour défendre la liberté? Ai-je déjà été privé de ma liberté? Pour conclure, l'exposition met en évidence le fait que, pour vivre libre, il faut continuellement s'engager pour le rester.